Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour ce nouveau numéro du Garage que j'ai l'honneur et l'avantage de présenter avec Monsieur Driss Abdi. Salut Driss, Salut Alexandre, comment vas-tu? ça va? On a un Ça- gros sommaire. Gros sommaire, oui, on va essayer de ne pas traîner en route. N'oubliez pas que vous pouvez retrouver tous les épisodes du Garage sur le site watch.tv. Vous abonner au podcast iTunes, c'est gratuit. 5 formats disponibles, y compris les podcasts audio pour écouter dans la voiture. Vous pouvez également nous suivre et réagir sur Twitter avec le hashtag LeGarageWatch. Et enfin, je vous rappelle que le Garage est en ligne sur la page de notre partenaire Yahoo France. Au sommaire cette semaine, donc hasard du calendrier et de l'actualité, nous allons à nouveau parler de Mercedes et de Renault avec la nouvelle classe C coupé pour la marque à l'étoile et la nouvelle Mégane pour la marque au losange que nous avons essayé pour vous. On s'intéressera également à une autre allemande importante, j'ai nommé l'Audi A4, dont la 9e génération arrive sur nos routes. Dans l'actualité également, on fera un petit détour par le salon de la moto qui a fermé ses portes le 6 décembre et Audrey est allé nous dénicher les meilleures nouveautés. Mais avant tout cela, c'est à nos routes que nous allons nous intéresser, non pas à leur état, mais à leur histoire. Et c'est à l'occasion de la sortie de ce livre, Ces routes qui ont fait la France. Avec nous sur ce plateau pour en parler, j'accueille son auteur, Olivier Magnan, journaliste Bonjour. et écrivain. Bonjour Olivier. Bonjour, bonjour. Alors Olivier, ça fait très longtemps qu'on se connaît. Eh oui. Vous avez travaillé pour la presse high-tech, la presse économique aussi. Vous avez écrit pas mal de livres sur des sujets aussi variés que la politique ou le personnel aérien récemment. En 2 mots, pourquoi les routes ? Eh bien, les routes, c'est un peu l'itinéraire d'un enfant gâté du journalisme. On aborde un peu tous les sujets. Donc, j'étais parti sur les hauteurs avec les hôtesses, pardon, dans un précédent album, toujours chez Chronique. Et puis, Chronique m'a demandé de prendre la route. Alors, j'ai pris la route avec bonheur. Bien, on va voir tout ça tout à l'heure. Sur ce plateau avec nous, vous le connaissez déjà, Monsieur Vincent Desmond, Moteur Légende. Salut Vincent. Salut Alex, salut Driss. Salut. Et Vincent, alors avec toi, on va évoquer nos sujets d'actu, bien sûr, et tu vas également nous parler tout à l'heure, un petit peu plus tard, du super test, on va dire, que tu as fait du pilote automatique de la Tesla S, qui a fait couler pas mal d'encre. Ouais, je reviens du futur et je vais vous raconter tout ça. Bien. Et puis Nicolas Hédet, que vous connaissez, nous rejoindra un petit peu plus tard pour la seconde partie de cette émission. Voilà, les présentations sont faites, on se retrouve dans une poignée de secondes. À tout de suite. Voilà, alors avant de parler des routes, on va retrouver en duplex quelqu'un que vous connaissez également, Michel Holtz. Salut Michel. Ah, Michel, bah voilà. Michel est Salut les gelé. gars, Ah, tu m'entends Michel ? vous m'entendez bien? Oui, on Je t'entend. suis du côté. Les aléas du direct, voilà. Il Ah, était là pendant un quart d'heure et on le perd au moment de passer à l'antenne. Ouais, alors Michel, écoute, la connexion finalement, voilà, elle marchait très bien tout à l'heure, maintenant elle est très mauvaise, donc on va abandonner l'idée. Hein. Michel, tu voulais nous présenter la toute nouvelle Hyundai qui sera inscrite l'année prochaine en WRC. Bon, c'est pas grave, on va passer aux routes du coup. Hein. Voilà, elle est synonyme de voyage, d'aventure, de liberté. On l'emprunte tous les jours naturellement et sans y réfléchir. La route est à l'honneur dans le garage aujourd'hui. Alors Olivier Magnan, vous publiez donc ce livre, Ces routes qui ont fait la France. C'est chez Chronique Édition. Olivier, on va commencer par le commencement. Sait-on à quand remonte la première route en France ? Oh oui, mais elle est très ancienne. On va parler plutôt de nos amis les Romains, hein, Ouais. puisque alors il faut se dire une chose. Qu'est-ce que la route si on considère que c'est un itinéraire pavé et en tout cas carrossable? Oui, c'est plutôt les Romains. Mais la route a toujours existé en Gaule et avant sous forme de sentes, de chemins, bien entendu. Mais la vraie route au sens où, d'ailleurs, son nom, la route, vient bien du latin rupta, qui veut dire je passe à travers, je romps, et c'était nos amis légionnaires qui, évidemment, ont tracé les premières dans notre territoire. Alors, est-ce qu'on peut retracer les grandes étapes des routes ? Donc, vous avez parlé évidemment de l'époque romaine. C'est j'imagine, ce qui a commencé à ouvrir les voies pour traverser le pays ? Oui, à partir d'une ville qui s'appelait Lugdunum, bien entendu, que vous connaissez bien, qui est Lyon aujourd'hui, et qui était le centre de la France. Et nous avions à ce moment-là un procurateur romain absolument génial, du nom d'Agrippa, c'était le gendre de l'empereur Auguste. Lui était installé à Lugdunum et a fait partir toutes les voies romaines de Lyon. On avait donc
un réseau complètement centré sur cette ville et non pas du tout sur Paris comme ce sera le cas plus tard. D'accord. Donc, alors, ce que j'ai découvert dans ce livre, c'est qu'il y a une expression que je connaissais pas, c'est tous les chemins passent par Lyon. Donc, j'imagine que Oui. ça vient de là. À l'époque, il passait par Lyon, voilà. effectivement. Alors, pourquoi est-ce que toutes les routes mènent à Rome? Ça, c'est vraiment une expression un tout petit peu galvaudée, puisque sur les milliers de routes qui ramènent et qui emmènent à Rome, il y en avait environ 200 ou 300 qui s'en allaient vers la Gaule. Donc, toutes ne menaient pas à Rome. Mais c'est vrai qu'à partir du moment où Rome était le centre de l'Empire mondial, il était normal que toutes les routes y passassent. Alors, bon, quels sont les besoins qui ont amené à tracer des routes? Alors j'imagine que il y avait le commerce, il y avait l'échange, bien sûr, il y avait les invasions également, les conquêtes, tout ça, oui. Et également le besoin d'aller plus vite. Tout ça. Alors évidemment, le commerce est la raison numéro 1 pour que des routes carrossables existent. Elles existaient, comme je vous le disais, du temps des Romains, bien entendu, avec des charrois qui amenaient les marchandises et repartaient vers Rome avec les marchandises. C'était d'ailleurs tout à fait la route des charrois qui transportaient ce qu'on appelle l'annone, c'est-à-dire l'avoine, le grain, qui constituait l'impôt des Gaulois pour nos amis romains, qui étaient quand même nos maîtres pas très chéris, mais en tout cas omniprésents. Donc ensuite, tous ceux qui avaient besoin de se déplacer, il y avait évidemment les gens à pied, qui n'utilisaient d'ailleurs pas la voie romaine, qui passait par les chemins. La voie romaine disposait de ce qu'on pourrait appeler maintenant une piste entre guillemets cyclable, c'est-à-dire que les chevaux, au lieu d'abîmer leur fer sur les pavés, bien entendu, empruntaient un chemin parallèle. Et évidemment, tous ceux qui avaient besoin de se déplacer utilisaient ces voies. Mais c'était un peu la foire d'empoigne, il faut le dire. On traversait les forêts comme on pouvait, on traversait à gué les rivières, on traversait par bac les fleuves, il n'y avait pas beaucoup de ponts, même si les Romains ont commencé à en implanter. Les fameux ponts romains qu'on voit encore beaucoup sur le territoire au fil des visites. Alors on va passer quelques siècles. La Poste également a été un grand pourvoyeur, si je puis dire, de routes. Ça a créé beaucoup de besoins, le fait de devoir communiquer rapidement avec les provinces. Bien sûr. Le courrier à cheval a été créé par Louis XI. Vous voyez, on est quand même déjà dans un Moyen-Âge relativement avancé. Ouais. C'est quoi la question déjà? C'était les postes. Les postes, les postes. Alors on est passé là sur des siècles, sur des siècles pendant lesquels les rois ne se sont pas trop intéressés aux routes, c'était les gens du coin qui les entretenaient comme ils pouvaient. Et donc la Poste avec Louis XI a commencé à s'intéresser à des routes carrossables sur lesquelles les chevaux et les chariots pouvaient passer. C'était absolument indispensable pour ce pouvoir qui commençait à se centraliser que de pouvoir envoyer des courriers dans tous les coins de Gaule, si tant est qu'à ce moment-là, le réseau le supportait. Puis très vite, alors le véritable avènement de la route en France, c'est le XVIIIe siècle, avec cette fois des routes consacrées aux diligences qui transportaient les marchandises et le courrier, ça c'était les routes de la Poste, et puis aussi les routes de la Poste voyageurs, qui étaient alors un tout autre univers. La route n'avait rien de public tel qu'on la conçoit aujourd'hui. On ne prenait pas son char ou son cheval pour aller où l'on voulait. Quand on le pouvait, on le faisait, quand on avait les moyens. Mais la plupart des gens prenaient des diligences à heure fixe, dans des relais, tenus par des maîtres de poste qui étaient les rois de la route, et des routes sur lesquelles on souffrait beaucoup, finalement. Alors, on a coutume de dire, on entend souvent que la France a un des plus beaux réseaux du monde. Qu'est-ce qui justifie ce qualificatif? Alors, deux choses. La première, c'est que à partir du 19e siècle, lorsqu'on a commencé à goudronner ces fameuses routes, qui ne l'étaient pas du tout. Alors on va s'arrêter une minute instant, sur le goudron. Ça, c'est une anecdote également que j'ai découvert dans ce livre. D'où vient le mot goudron? C'est intéressant, ça c'est assez amusant. Alors, attendez, si je me souviens bien, c'est un mot anglais. Rappelez-moi, parce que le docteur Goudron, des fameux élixirs. Mais le mot goudron lui-même, il est pas d'origine française. Alors, vous me posez une colle en plus parce que je l'ai écrit il y a quelques mois. Mais le docteur Goudron, c'était un médecin
qui s'appelait le docteur Guglielmetti, si je Ouais. me souviens bien, qui était monégasque et qui a commencé Je crois par lutter contre la circulation routière à cause de la poussière que Ouais. soulevaient d'abord les vélos, ensuite les automobiles, les premières automobiles. Et ce médecin avait commencé à jeter l'anathème sur l'automobile en disant c'est un problème de santé publique, nous ne survivrons pas à la poussière. Alors, on le voit à l'image là, Voilà, avec, exactement. Alors, avec son élixir. oui, non, ça c'est pas l'élixir de Dr Goudron. Hein. Ça, c'est un élixir qui, à il est l'époque, là, le goudron était très à la mode. On en tirait des substances diverses et variées. Le docteur Guglielmetti, lui, avec son goudron, s'est rendu compte que c'était une substance qui parvenait à retenir la poussière au sol, et qu'au lieu d'interdire la voiture, ce qui était déjà un pari perdu, il valait mieux s'en prendre à la poussière. Il a créé une ligue contre la poussière qui a fait des émules dans tout le pays, et on a commencé à goudronner. Et la France a été l'un des premiers pays à adopter le goudron, d'où son avance sur un certain nombre d'autres secteurs, et qui fait que nos routes ont été les premières à être véritablement des routes. D'accord, et donc alors je reviens à la première question, c'est donc le plus beau réseau du monde. Est-ce que c'est justifié ou est-ce que c'est Eh oui, galvaudé? non, c'est encore justifié, c'est-à-dire qu'à partir du moment où le pouvoir centralisé est véritablement, là on est à partir du XVIIIe siècle, on a fait des efforts énormes, on a créé les ponts et chaussées, on a créé ces ingénieurs, ces corps d'ingénieurs qui ont réussi à penser la route techniquement et stratégiquement. La France a été l'un des pays les mieux équipés en route très vite, et ça a été vrai jusqu'au XXe siècle, puisque d'une façon tout à fait récente, nos dirigeants, je pense au ministre Pinet de l'époque, disaient « Nous n'avons même pas besoin de construire d'autoroutes puisque nos routes sillonnent la France dans tous les sens et qu'elles sont en très bon état. » Lorsque la décision a été prise à marche forcée cette fois de créer des autoroutes sous l'impulsion notamment du président Pompidou, qui était vraiment le président ingénieur par excellence. Hein. Avec les premières routes des vacances, l'autoroute du soleil. Tout ce qu'on a connu. À partir de ce moment-là, là aussi, la France a été l'un des pays les mieux équipés très vite en autoroute. Et le réseau, aujourd'hui, maille le pays d'une façon extraordinairement dense. J'ai une question que je me posais, c'est qui possède les routes aujourd'hui ? Comment est-ce que ça se répartit entre l'État, les départements, les régions, les communes même ? Alors, comment ça marche ça ? Les routes restent un peu... Les noms des routes répondent à votre question finalement, puisqu'on a les nationales qui restent du domaine de l'État, mais avec des délégations régionales, locales, communales à n'en plus finir. D'ailleurs, l'État ne se préoccupe plus trop de ces routes, et d'ailleurs ça pose un gros souci, puisqu'il n'y a pas si longtemps, le Premier ministre actuel, Manuel Valls, s'est rendu compte qu'il fallait remettre quelques millions d'euros dans l'établissement, la réparation des routes et leur aménagement, ce que les gouvernements successifs avaient perdu un peu de vue. Mais pardon, excusez-moi, le gros de notre réseau, ce sont quand même les autoroutes, avec plus de 11 500 km ouverts aujourd'hui. Et cette fois, nous sommes dans le domaine du privé, puisque vous le savez très bien, la politique gouvernementale a abouti à un abandon total de la possession d'État, de la propriété d'État sur les autoroutes, qui sont désormais aux mains des grandes sociétés autoroutières. Et qui nous le font payer, d'ailleurs. Ouais. Alors, évidemment, il y a les routes d'hier, il y a la route d'aujourd'hui. Est-ce qu'on a une idée de ce à quoi ressemblera la route demain ? Oui, on commence à en avoir une petite idée, effectivement. D'ailleurs, tous nos collègues, confrères, et vous-même, sans doute, Alex, vous faites des sujets là-dessus. Elle sera sans doute fréquentée par des véhicules électriques. Ça fait plus trop l'ombre d'un doute. Et ces véhicules électriques ne vont pas aller se recharger dans des stations avec une prise de courant, mais elles vont tirer leur courant du macadam lui-même, qui va comporter des panneaux solaires capables de recharger la voiture alors qu'elle avance. Quand même, effectivement assez extraordinaire comme révolution. Vincent avait un avis sur la question, disons que on en était quand même encore loin de ça, hein, mais
Ouais, Mais c'est une piste. On en parlait effectivement dans une émission précédente, et le problème de route, effectivement, qui puisse recharger les voitures, c'est déjà ça coûte cher de faire des routes. Alors Absolument. des routes comme ça va coûter encore plus cher, donc je pense que c'est pas demain la veille. Par contre, des routes où les véhicules communiqueront entre eux, C'est ou la avec première les étape, infrastructures, ça va arriver très vite. Oui, là, je me projetais dans un futur. Alors, on parle de 2050 et au-delà. Oui. Ça n'est effectivement pas pour demain. Et alors, il y a un élément, on va dire, qu'on peut utiliser peut-être en conclusion, c'est la route jusqu'à maintenant, on l'a voulu, pas jusqu'à maintenant, jusqu'à il n'y a pas si longtemps, toujours plus rapide. Ça sera peut-être plus le cas. Non. On la veut plus sûre maintenant. On la veut plus C'est sûre. ça. On la veut plus sûre. Très vraisemblablement, d'ailleurs, même si c'est dans un avenir relativement éloigné, les prototypes des voitures, sans doute avez-vous enquêté sur le sujet, se présentent maintenant comme un peu des automates, des robots qui seront quand même téléguidés. Donc à partir de ce moment-là, la vitesse sera régulée On ne roulera sans doute plus à 130, même si sur certaines images du livre, je voyais des images de prospective où on voyait limité à 250 km/h. C'était un peu du cauchemar. On parlera tout à l'heure du pilotage automatique des véhicules qui est un sujet à la mode actuellement. Merci Olivier d'être venu nous voir. À vous. Et puis à bientôt pour la suite. Alors, oui, si j'ai bien compris. Les routes du monde. Les routes du monde. On se donne rendez-vous alors. Elle entend reconquérir le titre de compact numéro 1 en France, aujourd'hui détenu par la Peugeot 308. La 4e génération de Renault Mégane arrive sur nos routes. Le succès passera-t-il par la technologie ? Vincent Beaucousin-Jamelin est allé l'essayer pour nous. Renault présente une nouvelle génération de Mégane, la 4e, et pour distinguer son produit de la concurrence, propose une technologie inédite. La marque coiffe son haut de gamme d'un modèle GT qui pourrait presque se prendre pour une RS avec ses 4 roues directrices, technologie inédite sur le segment, c'est celle qu'on vous propose de prendre en main aujourd'hui. Au cours de sa carrière, d'un point de vue style, la Mégane a parfois été banale, génération 1 ou 3, et torturée, génération 2. Pour ce nouvel opus, la compacte s'offre un style plutôt dynamique et une seule carrosserie. Il n'y a pas de coupé prévu à l'horizon, il y aura en revanche plus tard une version esthète, donc break. On ne va pas s'attarder très longtemps sur le nouveau look Renault, déjà aperçu sur de nombreuses nouveautés depuis la Clio 4. Généreuse calandre moustache, gros logo au centre, le tout est encerclé par des feux à LED très stylisés. Sans révolutionner le style de la catégorie, Mégane se les approprie astucieusement pour dégager une personnalité bien plus forte que les classiques Volkswagen Golf ou Peugeot 308. Plutôt extravertie, elle joue dans la même cour qu'une Seat Leon ou Mercedes Classe A. À l'intérieur, Renault épate une nouvelle fois la galerie avec un grand écran vertical de 8,7 pouces. Seulement, pour l'obtenir, il faudra passer par les niveaux haut de gamme de la Mégane 4. Sur les versions intermédiaires, on aura un écran horizontal de 7 pouces ou sur l'entrée de gamme, un écran horizontal de 4 pouces. Si l'ergonomie et l'assemblage des différentes parties de ce tableau de bord est plutôt de bonne facture, certaines matières restent un peu bas de gamme. À l'intérieur, Mégane 4 propose un bel espace à vivre pour 4 adultes avec un empattement allongé cette année. Le coffre peut absorber jusqu'à 434 litres de bagages. D'un point de vue technique, le nouvel ADN de Renault se base désormais sur les 4 roues directrices, une technologie que l'on avait vue arriver sur l'ancienne Laguna, désormais reprise sur espace Talisman, et cette nouvelle Mégane uniquement sur sa version haut de gamme GT. La solution consiste à avoir un angle de braquage opposé des roues arrière à faible allure par rapport à celle de l'avant et identique aux roues avant quand la vitesse est supérieure à 80 km/h pour plus de stabilité. À cela, on peut ajouter le châssis piloté Multisense qui sera de série sur toutes les Méganes, qui consiste à faire varier les paramètres de boîte de vitesse, de direction ou même de réponse moteur et à l'accélérateur. Le nouveau moteur de cette Mégane GT se révèle très disponible, c'est un 4 cylindres 1,6 litre turbo de 205 chevaux essence, une version diesel de 165 chevaux arrivera plus tard. Avec un couple de 280 Nm disponible dès 2000 tours minute, il propose une belle disponibilité et de franches accélérations avec le 0 à 100 en 7 secondes 1. Le châssis de cette Renault Mégane 4 GT bénéficie de réglages spécifiques par Renault Sport, à se noter principalement de nouvelles suspensions. Si globalement, grâce à ses 4 roues directrices, il propose une nouvelle expérience de conduite et une facilité de pilotage, on regrettera que la Mégane GT présente un certain embonpoint par rapport à sa principale concurrente, la 308 GT. En effet, Mégane accuse 1396 kg sur la balance contre 1200 kg pour la Peugeot.
Ce moteur de 205 chevaux est servi par une transmission EDC double embrayage à 7 rapports avec palette au volant qui fournit efficacité et qui renforce également les sensations prises au volant de la Mégane GT. Renault célèbre l'arrivée de sa Mégane 4 sur le marché avec une version plutôt épicée, baptisée GT. Et cette Mégane 4 GT vient tout simplement concurrencer la Peugeot 308 GT et une certaine Volkswagen Golf proposée, elle, en version GTD et GTI. Alors cette Mégane 4 arrivera tout d'abord avec une motorisation essence de 205 chevaux, puis une motorisation diesel de 160 chevaux. Sur ce dernier critère, c'est un petit peu moins que ses concurrentes. En revanche, ce qu'elle a beaucoup plus, c'est de la sportivité. Avec un châssis travaillé par Renault Sport, on le sent, les liaisons au sol, le châssis rabaissé, les fauteuils, on est dans l'ambiance. C'est également un petit peu moins confortable que ses concurrentes. Mais ce qui est certain, c'est qu'en déboursant 31 900 € pour le TCE 205 chevaux, vous prendrez beaucoup de plaisir à son volant. Voilà pour cet essai de la Mégane 4. On va en dire un petit mot quand même de cette Mégane. Là, c'était la version GT. Nicolas, ce que tu soulignes hors antenne, c'est que Renault revient sur le segment des compacts, avec cette voiture qu'elle est assez aboutie, d'après ce qu'en dit la presse. On l'a pas essayé sur ce plateau, mais en revanche, elle revient aussi avec un prix. Elle est un peu moins chère que... Elle est sensiblement moins chère qu'une Golf ou qu'une Peugeot 308, qui sont quand même un peu les leaders sur le marché européen, enfin surtout pour la Golf. En France, c'est la 308, et là, on est à peu près à 300-400 € moins cher selon les modèles. Et c'est plutôt bien équipé au niveau de l'entrée de gamme, ce qui est une bonne surprise, parce que c'est pas toujours le cas. Souvent, on a les yeux pour pleurer quand on est sur l'entrée de gamme. Et là, bon, pour le coup, on a quelque chose de bien. Donc, bienvenue à la Mégane, quoi. Ouais. Je dirais. Ça va devenir compliqué de choisir une compacte, Vincent. Ce qu'on disait, c'est que, en grosso modo, il n'y a plus de mauvaises compactes aujourd'hui. Bah oui, même les premiers échos que j'ai eus de la nouvelle Opel Astra, jusqu'à présent l'Opel Astra, c'était vraiment pas une référence on a de parlé catégorie, c'était récemment plutôt dans celle qui l'émission, terminait avant-dernière ou dernière dans les comparatifs. Pour le coup, là, ils ont vraiment travaillé et maintenant c'est vraiment une voiture au point. Donc effectivement, maintenant, il y a vraiment plus de mauvaises voitures dans ce segment-là. Et même, je pense qu'on peut dire qu'on peut sortir le drapeau tricolore parce que entre la 308 et la Mégane, visiblement, on a deux excellentes voitures sur ce segment-là. Donc c'est un segment qui est fondamental en Europe et sur lesquels les Français ont des armes sérieuses pour se battre. Bien. Chez Mercedes, on n'en finit plus de décliner les silhouettes. Après la berline, le break, le coupé 4 portes, le SUV, voici la classe C se décline en coupé. Ce coupé rime-t-il davantage avec sportivité qu'avec famille? C'est ce que nous avons essayé de savoir et pour ça, je vous propose qu'on se retrouve à bord. Driss, on se retrouve dans cette Mercedes classe C coupé, une nouveauté dans la gamme et comme c'est un coupé, on a emmené avec nous deux gaillards à l'arrière que vous connaissez déjà, Nico Hédet, Michel Holtz. Messieurs, comment ça va derrière? On partirait pas en vacances avec vous les garçons, mais moi ça va en fait, moi j'ai la chance d'avoir Driss devant moi et finalement j'ai un peu de place pour les gens, mon ami, c'est cool. Mais non, honnêtement, la garde au toit c'est quand même assez limité pour les grands gabarits, c'est pas forcément évident. Et les assises sont super courtes, on est assis très droit. Ça reste un 2+2, c'est un coupé, on n'est pas dans un énorme coupé non plus. Ok, donc on va vous garder quand même 3 minutes à bord. Driss, tes premières impressions au volant de cette voiture? Sont plutôt positives. Écoute, la voiture, première chose, c'est que je la trouve très jolie extérieurement. Contrairement à certains de mes confrères, je la trouve plutôt jolie, très dynamique dans ses lignes. Dynamique dans ses lignes, en revanche, c'est pas tout à fait le cas au niveau de la conduite. Ça reste très pépère, c'est très coulé comme conduite. On a essayé la C200 ce matin. Je trouvais que le moteur était un petit peu léger, donc c'est vrai que c'est pas la voiture avec laquelle on va attaquer. Nicolas, Michel, vous avez essayé la version diesel, est-ce que vous confirmez cette impression ou est-ce que c'est un peu différent? Je suis pas du tout d'accord avec Driss qui s'est fait bluffer par la calandre. Parce que c'est vrai que la face avant de l'auto, elle est jeune, elle est dynamique, un peu bling bling avec des espèces d'incrustations de faux diamants. Mais sinon la ligne elle-même, le profil lui-même, surtout de l'arrière, reste très très classique. On est dans le coupé bourgeois, comme Mercedes l'a toujours fait, sur la E, sur la S et sur la C. Donc il n'y a rien de neuf à ce niveau-là, sauf la calandre. Je trouve que, alors moi là je suis pas tout à fait d'accord avec toi, pour le coup je rejoins plus Driss dans l'esprit.
Je trouve qu'on rajeunit quand même l'esprit de la marque avec ce type de véhicule. Ça reste un coupé classique, mais je trouve qu'on a vraiment rajeuni le coup de crayon. C'est plus dynamique qu'avant. Et ça fait un peu moins papy, si je peux me Alors, l'histoire permettre. nous dira si Mercedes a rajeuni ou si c'est vous qui avez vieilli, les gars. C'est possible, c'est pas... ouais. Driss, on va parler un petit peu du confort. Comment tu te trouves installé derrière le volant ? Alors côté confort, c'est carton plein, hein. Je trouve que les fauteuils sont très confortables. On peut envisager un Paris-Marseille si on est aux places à l'avant. Les suspensions font très très bien leur travail. On sent encore une fois que la voiture est un peu lourde par rapport à la motorisation qu'on a essayé sur la C200. Le reste, hein, c'est vraiment parfait. On a tout un tas d'assistance, d'automatisme. C'est une voiture qui vaut son prix, mais pour le coup, on en a pour son argent. Moi je suis assez étonné, alors indépendamment du fait qu'il fallait que je me courbe en deux parce que je rentre pas au niveau de la garde au toit. Je pense que les sièges sont un peu fermes effectivement, c'est des mini sièges à l'arrière, c'est des sièges de strapontin coupés, mais par contre je trouve que c'est pas trop mal amorti. Je pense que ça vient aussi de la suspension qu'on a sur la voiture qui est pneumatique. On est sur une version 220 diesel. Le cœur de gamme en diesel démarre à 40 000 €. La gamme elle-même démarre autour de 37 000. Nicolas, tu as regardé un petit peu la fiche tarif du véhicule qu'on a entre les mains. On a largement dépassé les 40 000 quand même. Là, sur ce modèle-là, avec cette finition-là, on est à 53 350 € quand même, sachant qu'ils ont rajouté quand même à peu près 13-14 000 € d'options dans la voiture. Donc ouais. En gros, on est à plus de 66 000 € pour un diesel 270 chevaux. Je trouve que ça commence à faire beaucoup. Enfin voilà, c'est une très belle auto, hein, elle est très bien finie, elle est très bien équipée également. Mais voilà, ça fait 66 000 € pour un coupé de cette taille-là. Voilà, c'est un peu élevé. Cela étant, avec ces options-là, la concurrence qui est BMW et Audi, on n'est pas beaucoup moins cher. Ouais. On rejoint, de toute façon, Oui. Ok, donc messieurs, si on occulte le tarif qui est évidemment pas à la portée de chacun, vous diriez quoi ? Votre impression finale est plutôt positive, neutre, négative ? Driss ? Moi, c'est plutôt positif, à condition de monter dans les motorisations, de ne pas se contenter de l'entrée de gamme. Ce 220D, par exemple, est déjà beaucoup plus coupleux que la version le C200 Essence. J'aime encore une fois beaucoup la ligne. Tout ça, c'est dans un monde idéal où on ne parlerait pas d'argent, bien entendu. Moi, je dirais plutôt pour, mais pas quand on est quadra dynamique, plutôt pour quand on est quinca, voire sexa, un peu moins dynamique, et qu'on a envie de se balader en couple parce que les enfants sont partis, et qu'on a envie de partir en vacances tous les deux sur les petites routes tranquillement. C'est parfait, c'est juste parfait. Si on cherche du dynamisme, c'est pas ça. Alors, moi, si je peux donner mon avis, en tant que quadra confirmé, ça me plairait bien, ouais. Je rejoins Driss dans l'esprit, je trouve que c'est une belle auto. C'est assez différenciant finalement, parce que ça ressemble pas forcément à ce qu'on a fait chez Mercedes sur cette catégorie de véhicules avant. Je la trouve dynamique, je la trouve jolie, et rien que pour ça, je trouve qu'elle mérite le détour. Bien, messieurs, merci, on vous dépose. Allez, c'est parti. Voilà. Nicolas, ce qu'on peut dire sur ce genre de voiture, c'est que c'est un segment qui est très sensible à la nouveauté. C'est quoi les concurrentes de la classe C coupé aujourd'hui ? Justement, ouais, c'est ce qu'on nous explique chez Mercedes. C'est vrai que le marché, on est à peu près à 4-5 000 voitures par an en France, ce qui est pas ridicule. On est c'est équivalent de certains marchés SUV haut de gamme. En face, c'est pas compliqué. On a deux concurrents, c'est Audi A5 qui est un peu en fin de vie, qui est vieillissante et qui sera changée l'année prochaine. Et on a la série 4 de BMW qui est quand même une voiture là, par contre assez récente, qui est arrivée, je crois, il y a à peu près 1 an et demi. Donc voilà, c'est très concurrentiel et c'est généralement la nouveauté effectivement qui va pousser le marché vers le haut et qui va créer vraiment du trafic, qui va faire qu'il y a un peu plus de volume que les années précédentes, quoi. Alors sur ce marché, cette classe C coupée, elle a un positionnement qu'on a peut-être un petit peu du mal à définir, parce que dans ces définitions-là, en tout cas, c'est pas une sportive, c'est évidemment pas une familiale. C'est une voiture pour qui, finalement ? Alors,
Mercedes, Il y a débat là-dessus. Ouais, il y a débat parce que c'est vrai qu'on est. Alors Michel Holz disait que lui, il était plus sur des personnes plutôt en pré-retraite ou en retraite qui ont tout payé, qui ont plus d'enfants à Et charge. c'est sans doute effectivement les clients que vise Mercedes, mais c'est une image jeune quand même. Mais en fait, on a beaucoup rajeuni la ligne, je trouve. Et rien que pour ça, je pense qu'on peut aller chercher des gens qui sont éventuellement peut-être sur une berline classe C, mais qui se disent finalement, je peux craquer parce que c'est 3 500 € de plus qu'une classe C. Finalement, le coupé, c'est pas énorme. À motorisation égale, on en est là. Donc finalement, est-ce que j'ai besoin d'autant de place ? J'ai quand même un coffre qui est correct. Est-ce que j'ai des enfants trop grands ou pas ? Est-ce que finalement en bas âge ça peut marcher ? Et je pense que ça peut marcher. Moi qui ai vécu en mini Cooper S avec un petit bonhomme de quelques mois et même plus grand. Ça marchait très bien, donc pourquoi pas ? Finalement, pourquoi pas ? Et ça peut. Et je pense qu'ils vont aussi prendre de la clientèle à BMW un petit peu et beaucoup à Audi. Parce que c'est des gens c'est une clientèle qui est assez volatile et du coup ils peuvent en récupérer pas mal, effectivement. Je parlais de cette définition sportive à venir, la AMG, puis il y aura même une deuxième déclinaison de l'AMG que tu attends, Vincent. Alors la première fera 460 et quelques chevaux, la deuxième en version AMG S, c'est ça, fera 510 chevaux. On va revenir sur du V8 biturbo, c'est ce qui va coller pour toi avec ce genre de silhouette. Ça me parle plus, c'est sûr. Non, mais c'est le moteur de la AMG GT, du coupé. La seule différence, c'est qu'il aura, comme sur la berline classe C AMG, une lubrification avec carter humide, donc il est un petit peu plus haut, mais sinon c'est le même moteur, donc c'est un moteur que personnellement j'adore, qui fait un bruit fabuleux, qui pousse vraiment bien et qui arrive à faire oublier le fait qu'il a des turbos, donc c'est pas mal aussi. Donc oui, après, comme j'ai pas essayé celle-là, je peux juste mon seul commentaire, ça sera sur le style. Je la trouve très réussie de 3/4 avant, un peu moins de 3/4 arrière. J'aime pas trop comment ils ont dessiné l'arrière, je trouve ça tombe un petit peu, mais voilà, c'était juste un avis perso. C'est une mini classe S coupée en fait, Voilà, ils ont vraiment voulu faire ça, retrouver, et c'est vrai que la classe S coupée a cette partie arrière qui est assez proche, donc mais bon, on aime pas, moi j'aime bien, je trouve que ça change un peu. Faut tout pour faire un monde. Voilà, exactement. Donc voilà, cette Mercedes classe C coupée disponible à partir de 37 000 €. Vous avez compris qu'il faut mettre un petit peu plus si on va voir moteur et finition. Il faut mettre beaucoup plus. Ça va très vite, en fait, on met le double et on a quelque chose de très très bien. En fait, c'est un peu ça, quoi. Voilà, dans le segment de la Mercedes classe C, il y a la BMW série 3, mais il y a aussi l'Audi A4. Elle se faisait vieillissante. La toute nouvelle 9e génération est désormais en concession, avec une débauche d'équipements et de technologie. Driss, t'es allé l'essayer. Oui. Je propose qu'on regarde ton sujet et puis on se retrouve tout de suite pour en parler. Michel, on est à bord de l'Audi la plus vendue au monde. Au monde, oui, certainement, vu que c'est la berline classique, c'est le best-seller mondial. En Europe, ça doit être plutôt la 3, à mon avis, qui est un peu plus petite et donc un peu moins chère, mais au niveau mondial, c'est l'Audi de référence de toute façon. Donc là, on est au volant, tu es au volant d'une version un peu gonflée, c'est un gros diesel de 272 chevaux. Qu'est-ce que tu peux nous en dire de cette voiture ? Au-delà de son moteur qui est quand même assez génial, il faut le reconnaître, il a à la fois la puissance des 272 chevaux, mais il a un couple quand même énorme qui emmène sans problème les 8 tonnes 6 ou 8 tonnes 7 de l'auto. Et mais ce qui est incroyable avec cette voiture, c'est que elle paraît super légère. Même c'est pas une très grande berline, mais ça reste une grande auto et elle est super maniable, super agile. La direction est précise, tout est super précis dans cette voiture. Il n'y a pas grand chose à dire mécaniquement. Bon, alors s'il n'y a pas grand chose à dire mécaniquement, en revanche, il y a beaucoup de choses à dire sur l'habitacle. Niveau technologique, là, c'est carton plein. Oui, alors Audi a tout mis, c'est une espèce de vitrine comme peut l'être le Q7 aussi. C'est une vitrine de toute la techno Audi, on a tout. Alors des GPS, il y en a partout, là j'en ai déjà 2 sous les yeux. L'écran central, le GPS le virtual cockpit incorporé dans la planche de bord, et en plus le HUD, c'est-à-dire la vision haute. Donc on a 3 fois les indications GPS. 4 fois même. 4 fois parce qu'on a le sonore aussi. Et si en plus on se colle un autre GPS, que ce soit Waze ou autre, sur les tablettes disponibles en option évidemment derrière, on peut avoir 5 ou 6 fois le GPS dans la voiture. Donc il y en a un peu trop même, mais ça permet aussi, avec le virtual cockpit, ça permet aussi d'avoir l'écran central qui peut servir à autre chose, et notamment au système CarPlay, au système d'interface smartphone.
Ouais, c'est vrai que si CarPlay est affiché sur l'écran central, on perd le système de navigation qui est propre à Audi. Et pour une fois, c'est pas gênant. Pour une fois, c'est pas gênant, effectivement. Par contre, c'est vrai que, à la rigueur, je pense qu'on peut s'abstenir d'utiliser le HUD, parce qu'au bout d'un moment, ça devient un peu distrayant à tous ces écrans. Je sais pas ce que tu en penses. Oui, ça fait beaucoup. Ça fait beaucoup parce que même si on ne regarde pas, l'œil est quand même distrait par les écrans qui sont partout et on ne sait plus à quel écran se vouer du coup. Et donc, il y a un problème de vigilance. Alors, problème de vigilance, oui et non, parce qu'on a quand même pas mal d'assistance. On a pu l'essayer tout à l'heure. C'est une voiture, on est presque à la voiture autonome. C'est ce qu'on appelle le semi-autonome, c'est-à-dire que sur des routes ouvertes comme ça, en principe, je veux bien vous l'essayer. Est-ce que ça marche? Non. Tu ne l'as pas activé. Le volant ne tourne pas. Il faut préciser qu'il faut quand même avoir un marquage au sol, notamment sur la droite. Là, on est sur une petite route qui n'a pas le... Mais sur autoroute, on a essayé tout à l'heure, ça marche très très bien. Donc on a le régulateur de vitesse adaptatif qui peut également fonctionner jusqu'à 0 km. Donc dans les embouteillages, la voiture s'arrête et elle redémarre. Elle garde en permanence une distance de sécurité. Et là où il y a d'autres choses qui sont ajoutées, c'est que ça se sert aussi du GPS pour prédire le parcours et donc ralentir en conséquence dans un rond-point par exemple. Ça prévient, ça ralentit si on ne le fait pas soi-même. Enfin, c'est vraiment un système très très avancé et on est presque dans l'autonome comme tu disais. En ville, ça marche pas encore. Là, on est en pleine campagne dans les gorges du Verdon, ça marche pas. Mais dans des situations idéales, autoroute, embouteillage, le périph' le matin, etc., il n'y a aucun problème. Alors quand tu dis ça marche pas, attention, précision, ce qui ne marche pas, c'est le maintien dans la file. Voilà, bien sûr. La distance de sécurité marche toujours. Voilà. Et d'ailleurs, on a pu le tester avec un simple vélo tout à l'heure, et la voiture reconnaissait le vélo qui était pourtant bien sur sa droite, donc c'est quand même très très évolué. C'est un côté très sécurisant, à la limite, on le voudrait obligatoirement sur toutes les voitures. Bien sûr. On le voudrait obligatoirement, mais il faudrait obligatoirement que notre banquier soit d'accord, parce que la voiture, telle dans l'état où elle est, là, celle qu'on conduit actuellement, dans cette configuration-là, ça coûte quand même 68 000 €. Donc voilà, écoute, faudra que tu demandes une augmentation à ton patron. J'y penserai, oui. D'ailleurs, je lui lance un appel. Voilà, pour cet essai, Driss, beaucoup de technologie dans cette A4. Hein. Oui, débauche même. C'est une grosse débauche de technologie. C'est clairement la voiture qui te propose tout ce qui se fait aujourd'hui. À l'origine, c'était le Q7 qui était la voiture technologiquement la plus avancée. Aujourd'hui, ils sont un peu descendus dans la gamme. Donc la A4 dispose également des mêmes avancées technologiques. Alors on peut citer en vrac les assistances à la conduite comme on a pu le voir, le lane assist, l'assistant d'embouteillage. Il y a aussi un système anti-collision. Tu mets ton clignotant pour tourner à gauche. Le système va analyser, va vérifier qu'il n'y a pas une voiture qui arrive en face. On a beau se dire, pour se prendre une voiture en face, faut le faire. Il y a des gens quand même qui le font, notamment les scooters. Il y a souvent ce type d'accident-là. Aujourd'hui, on ne coupe plus la route. La voiture va freiner pour vous. Il y a aussi l'assistant quand vous sortez de la voiture, avant d'ouvrir la portière. Ouais, c'est assez malin ça. Ouais. Voilà, donc avant d'ouvrir la portière, tous les capteurs autour de la voiture vont analyser votre environnement. Et si une voiture se présente, un piéton ou un vélo, ça marche aussi avec la portière passager, vous êtes averti. Ça vous évite d'ouvrir la voiture. Et un petit éclat rouge sur la portière qui dit attention, on n'ouvre pas maintenant. Il y a un obstacle, un danger qui se présente. Alors ça fonctionne aussi quand on sort de stationnement en marche arrière et qu'on ne voit rien, on n'a pas de visibilité. Là encore, les capteurs et les caméras latérales vous avertiront si un véhicule s'approche pour éviter d'avoir un accident de l'arrière. Donc il y a vraiment tout un tas de technologies. Il y a des caméras, des capteurs partout. Et surtout, ce qu'il faut dire, c'est que ça marche. Là, dans le sujet, à un moment, on a essayé ça sur une petite route, mais toujours est-il que sur autoroute, c'est très sécurisant. C'est plutôt pratique. Et puis moi qui déteste les bouchons quand je suis pas à moto, là pour le coup c'est quand même beaucoup plus ça passe quand même mieux. Donc il y a ce fameux régulateur adaptatif qu'on avait essayé sur le Q7, Nicolas. On dit en deux mots comment ça marche. C'est assez étonnant. Ça permet en fait de réguler la vitesse, notamment si on est en mode éco. Alors c'est Eco Pro chez BM, je crois, et puis chez Audi, je sais plus le nom, mais on a plusieurs modes de conduite. Et dans le mode écologique entre guillemets ou économique, on a une voiture qui va vraiment s'adapter en fonction des panneaux, donc adapter la vitesse.
mais pas réaccélérer comme une dingue. C'est-à-dire qu'on est vraiment sur quelque chose, sur un dosage à l'approche des ronds-points, par exemple, elle va freiner, elle va utiliser, elle va récupérer l'énergie au freinage, ou elle va utiliser l'inertie de la voiture pour consommer le moins possible. Et en fait, on a vraiment, c'est une semi-assistance, enfin une semi-conduite autonome, quelque part aujourd'hui. C'est assez intéressant. Après, bien sûr, il faut pas que ça prenne la main sur trop souvent la main sur ce qu'on a envie de faire avec la voiture, hein, évidemment. Et c'est dans ce sens-là que l'Audi A4, je pense, est bien conçu, parce que elle prend la main, mais vraiment au dernier moment, si vraiment on fait la pire des bêtises, quoi. Surtout si on ne fait rien, c'est ça. La voiture intervient. Pour rebondir sur ce que disait Nico aussi, ces systèmes-là te permettent de réduire la consommation et les émissions. Audi nous annonce jusqu'à 10% environ. Donc en analysant les panneaux et en utilisant le GPS, tu as aussi un système qui te dit à un moment, bah écoute, la voiture peut passer en roue libre lorsqu'on est en descente par exemple. Donc tout un tas d'assistances, d'outils qui te permettent de moins consommer, de mieux rouler. Bon après c'est vrai que ça fait aussi un peu bizarre, hein. Des fois quand tu laisses le système automatique avec l'analyse des panneaux, on est à un moment dans une zone 30 km/h, la voiture attend le panneau, tu le vois, il est un petit peu plus loin, le 50, et donc entre les deux, là où toi tu aurais tendance d'accélérer, là la voiture respecte stricto sensus les limitations de vitesse. Donc c'est bien pour ton permis. C'est très très bien, ouais, parce qu'ils ont justement tendance à se mettre juste derrière le panneau 50 et prendre à 30, c'est pas plus mal, on va dire. Vincent, tu veux dire un mot sur cette A4, 9e génération ? Oui, alors j'ai pas le t-shirt vraiment raccord pour parler d'une Audi. Ça va, il y a prescription là. Mais non, effectivement, je l'ai essayé. C'est vrai que les assistances électroniques sont vraiment bien faites. Et ce qui m'a impressionné moi personnellement, c'est vraiment le régulateur adaptatif qui ralentit à l'approche des ronds-points, ce qui fait qu'en fait on peut le laisser activer tout le temps, quoi. C'est vraiment vraiment impressionnant. Et au global, c'est une voiture qui du coup est très relaxante à conduire, surtout qu'elle est plus confortable que la précédente. On a des suspensions plus tolérantes. Moi, j'avais une version avec le châssis S-Line, les suspensions fermes, les jantes taille basse, et pour autant, elle restait confortable. Donc ouais, c'est une voiture qui est devenue vraiment reposante en fait. Et c'est pas aussi fun à conduire qu'une BMW série 3, mais c'est différent. Il y a une vraie, on est vraiment détendu à son volant, quoi. Driss, moi qui l'ai essayé, je suis assez d'accord avec ce que tu dis, Vincent. Driss, toi, c'est pareil, c'est pas forcément une voiture qui donne envie d'attaquer, hein. Enfin voilà, non. On sait qu'il y aura des déclinaisons sportives S et RS, mais là, voilà, c'est une voiture dans laquelle qui est conçue pour être bien dans les conditions de trafic actuelles, c'est-à-dire en général avec beaucoup de trafic autour des villes et puis sur autoroute des limitations, hein. En agglomération, oui, hein, comme je disais, dans les embouteillages, c'est le rêve pour le coup, parce que tu peux vraiment, la voiture va t'aider, va te faire passer à un moment un peu moins... ce sera un peu moins galère. Sur autoroute, c'est super confortable. Alors après, un petit bémol quand même, parce que tout ce qu'on vient d'annoncer, Virtual Cockpit et toutes ces options-là, ça coûte un peu d'argent. On a essayé évidemment la version de base qui n'avait rien. Alors la voiture reste confortable, mais là c'est vrai qu'on reste un peu sur sa faim. Moi j'étais venant de celle qui était suréquipée. C'est sûr que là on a une voiture très confortable mais un peu plus commune. Le prix du modèle de base, justement, puisqu'on en parle. Alors, mon cher monsieur, cette Audi A4 vous est proposée à partir de 30 850 €. C'est presque pas cher. Presque, mais bon, après, il faut que tu rajoutes les options. On va pas dire ce qu'il y a dedans, mais je crois qu'il n'y a pas grand-chose. C'est ça. 4 roues, un volant. Ça fait plaisir. Voilà, puisqu'on parlait de véhicules quasiment autonomes avec cette Audi A4, Vincent, on va parler d'un autre sujet, de Tesla, la marque d'automobile électrique californienne qui aime faire le buzz, hein, et le moins qu'on puisse dire, c'est que sa dernière technologie a fait parler d'elle par le biais d'une simple mise à jour du logiciel qui contrôle la voiture. Il est possible de donner aux versions les plus récentes du Model S une fonction de pilotage automatique. Alors, en croire certains utilisateurs, et comme voudrait le montrer des images qu'on peut voir, hein, cette technologie peut s'avérer dangereuse. Vincent, toi, tu as voulu en avoir le cœur net. Tu as fait le sacrifice ultime de l'essayeur, hein, c'est-à-dire que tu as lâché le volant pendant à peu près 500 km, c'est ça ? Effectivement, ouais, j'ai fait un aller-retour en fait jusqu'au superchargeur de Troyes.
parce que je voulais vraiment passer un peu de temps avec cette voiture, me glisser dans la peau d'un propriétaire. Un petit mot sur ce qu'est le superchargeur. Alors oui, pour expliquer. Oui, c'est un des points forts de la stratégie de Tesla, c'est tout un réseau de bornes de recharge rapide qui sont accessibles aux propriétaires gratuitement, hein, et qui permettent de récupérer grosso modo en une demi-heure de recharge, on récupère 200 km à peu près d'autonomie. D'accord. Donc voilà, je suis allé de Paris à Troyes avec ce système-là, et donc en utilisant le pilote automatique, et franchement ça porte bien son nom, parce que ça fonctionne vraiment étonnamment bien. Au début, on active le système, on garde les mains à proximité du volant, on se dit c'est pas possible, il va y avoir un moment où il va y avoir un problème où ça va pas bien marcher. Et en fait, on se rend compte très vite que ça fonctionne très bien, que la voiture se positionne bien, elle utilise son radar derrière la calandre, les radars sur le pourtour de la voiture pour surveiller le trafic environnant, une caméra qui regarde la voiture de devant, les voitures environnantes, ainsi que le marquage au sol. Et elle arrive à interpréter ça, tout ça de façon très fine et toujours vraiment de façon très douce. C'est pas du tout un système bricolé, hein. Moi j'étais très sceptique, je suis pas un grand admirateur de Tesla, et franchement quand je suis monté là-dedans je me suis dit est-ce que ça va être une version, ils annoncent ça comme une version bêta, hein. Encore aujourd'hui ils disent c'est pas une version définitive. Franchement, à l'usage, ça n'a rien d'une version bêta, c'est vraiment très au point. Moi, je l'ai fait donc sur autoroute, on est à 130 km/h sans toucher le volant, la voiture, et à aucun moment elle fait un écart de trajectoire. Parfois, elle n'arrive plus à lire le marquage au sol, c'est pas forcément au moment où on s'y attend le plus. À un moment, j'étais sur une zone de travaux avec un marquage à moitié effacé, jaunâtre, et elle a très bien suivi. À d'autres moments où le marquage est très visible, là, curieusement, elle me disait non, là je peux pas, donc faut reprendre le volant. Mais globalement, elle prévient quand même dans ces cas-là. Oui, elle prévient. Les transitions sont bien faites, et c'est on n'est pas pris au dépourvu. Voilà, faut pas t'endormir. Bien sûr, on voit toutes les vidéos avec des idiots qui se mettent sur la banquette arrière et qui laissent le truc faire. C'est pas évidemment, on reste maître du véhicule. Ouais. Moi, je considère ça comme étant un genre de super régulateur de vitesse qui permet vraiment de faire de longues distances. Ou de rouler dans les bouchons sans s'ennuyer, sans se fatiguer, en abaissant la tension qu'on a forcément. Et quand j'ai fait cet aller-retour entre Paris et Troyes, franchement, là, c'est vraiment un plus en matière de décontraction et de beaucoup moins de fatigue. Driss, tu voulais intervenir ? Ouais, moi tu parlais à un moment d'une zone de travaux. Tu sais que en ce moment les radars positionnés dans les zones de travaux cartonnent. C'est ceux qui flashent le plus, qui crépitent le plus. J'ai vu une vidéo aux États-Unis d'une personne qui testait ce système et qui s'est fait arrêter et qui s'est pris un PV pour excès de vitesse. Donc là, comment ça s'est passé toi sur ton Paris 3 ? La voiture regarde les panneaux, un détecteur de panneaux, elle s'adapte. Alors non, justement, et c'est là qu'ils ont encore un petit truc à apprendre, c'est qu'effectivement, elle ne s'adapte pas aux limitations de vitesse, elle ne lit pas les panneaux. Elle lit les panneaux, mais elle se contente de les afficher, et elle n'adapte pas sa vitesse de consigne. Ça reste toi le conducteur, ça reste à toi d'assumer, et si tu fais une bêtise, c'est toi tout. Enfin, je veux dire, voilà, c'est pas une voiture autonome, c'est une voiture avec une forte délégation de conduite. Pour moi, c'est aujourd'hui le meilleur système de délégation de conduite que j'ai eu l'occasion d'essayer. J'ai pas essayé celui de la BMW Série 7 qui paraît-il est très bien aussi, mais voilà, de tout ce que j'ai fait, c'est vraiment le meilleur système. Mais voilà, on reste quand même conducteur, responsable. Donc effectivement, si on programme à 150, on se fait flasher, ça sera de notre faute, quoi. Tu dis on reste conducteur là, donc on a vu ces images qu'on vient de voir à nouveau là, où le conducteur abandonne carrément le volant. Moi j'ai du mal à comprendre comment Tesla a pu laisser faire ça dans son logiciel, c'est-à-dire comment à un moment ils ont laissé la possibilité de quitter le fauteuil et que la voiture continue à rouler. Est-ce qu'il n'y a pas un problème quand même ? Je crois que c'est une marque qui aime bien faire le buzz, et peut-être qu'ils ont été un petit peu trop vite en mettant cette option sur leur voiture. J'en perds mon capuchon de stylo. Sur les véhicules, les fonctions semi-autonomes, hein, même de l'Audi A4, mais de n'importe quel véhicule qui sont sur le marché aujourd'hui, on le voit, on peut lâcher le volant 15 secondes, 10 secondes. C'est 9 voilà, secondes. Quelques secondes, et puis on a un rappel, mettez les mains sur le volant et le système se déconnecte. Là, c'est pas le cas. On peut tricoter pendant que la voiture... Absolument, ouais. Et ça laisse un grand degré de liberté, ce qui, pour moi, me pose pas de problème. Mais effectivement,
c'est vrai que il y a eu clairement une bêtise de la part de Tesla, c'est d'activer ce système sans avoir un minimum de vérification. Et effectivement, c'est facile de vérifier qu'il y a bien quelqu'un sur le siège du conducteur, et s'il n'y a plus personne, de désactiver le système. D'ailleurs, les capteurs de ceinture sont là pour ça. Pendant ma période de prêt, j'ai vraiment récupéré la voiture juste après qu'elle a eu la mise à jour. Et donc il y a eu une mise à jour pendant la semaine où je l'ai eu, et je pense que c'était, alors j'ai pas vérifié, mais je pense que c'était une mise à jour justement pour régler ce problème-là, parce que effectivement après toutes les vidéos qui ont fait le buzz, il fallait qu'ils réagissent, quoi. Puis je pense qu'en Europe, ou ne serait-ce qu'en France, on n'acceptera jamais une voiture qui soit totalement autonome comme ça et on puisse s'installer à l'arrière en quittant son poste de conduite. A priori, on n'y est pas encore. Oui, on n'y est pas encore. Il y a un problème, la convention de Vienne ne l'autorise pas. Pas un instant qu'on puisse, pas aujourd'hui, en tout cas. Pas aujourd'hui, mais les lois sont faites pour évoluer. Je pense que peut-être qu'en 2030, on se dira, mais vous vous rendez compte, c'était fou. Avant, on laissait les gens conduire leur voiture, quoi. À mon avis, on va avoir un retournement de paradigme assez rapidement, et au bout d'un moment, on se dira, c'était complètement fou de laisser n'importe qui conduire une voiture, quoi. Bien sûr. Alors, ce qui est intéressant, et peut-être pour conclure, c'est ce que tu me disais tout à l'heure en antenne, c'est en gros Tesla a un rôle d'aiguillon, hein, c'est cette fonction-là d'autopilote, d'autosteer arrive chez d'autres constructeurs. Là, Volvo a présenté sa nouvelle berline haut de gamme, la S90, qui remplace la S80, et d'ores et déjà, ils ont annoncé que leur régulateur de vitesse adaptatif, qui sera l'équivalent de ça, va fonctionner jusqu'à 130 km/h sans toucher le volant. C'est le premier constructeur généraliste à aller au-delà de la limite qui s'était jusqu'à présent fixée, qui est l'assistant dans les embouteillages jusqu'à 40 km/h, et après il faut reprendre le contrôle. Donc il y a Volvo qui a annoncé, on attend la nouvelle classe E qui va arriver logiquement l'année prochaine. Je serais pas étonné que chez Mercedes aussi, qui est très actif dans le domaine de l'assistance de conduite et de la voiture avec autonome. La classe S, il y a 2 ans déjà. Je pense que je serais pas étonné qu'ils annoncent eux aussi que ils relâchent un peu la bride. Je pense que c'est aussi le progrès, il se fait par étapes, hein, et au fur et à mesure que les capteurs sont plus fins, que les logiciels sont plus performants, que les logiciels de reconnaissance de forme, d'analyse sont plus performants, on peut petit à petit lâcher la bride et avoir un degré d'autonomie de plus en plus grand jusqu'à arriver à terme, je sais pas, dans 10, 15, 20 ans, à une voiture qui sera complètement autonome du point A au point B. Quand tu as essayé la Tesla, il faisait beau. Moi, je me pose la question des intempéries. Qu'est-ce qui se passe si l'interprétation. J'ai pas eu de déluge de pluie. J'ai eu quand même un peu de pluie et ça l'a pas dérangé. Je l'ai fait de nuit, ça l'a pas dérangé non plus. Donc, je pense que c'est pareil. S'il y a vraiment une forte pluie ou du brouillard, ou de la neige, hein, parce qu'il y a aussi le problème de pouvoir lire les bandes, les lignes blanches. Si c'est couvert de neige, c'est plus possible. Donc voilà. De toute manière, en fait, sur l'écran, on a un afficheur qui affiche les lignes et il les affiche en gras s'il arrive à les reconnaître, en fait. Donc voilà, on suit aussi le fonctionnement du système, on garde un œil dessus et ça permet de savoir s'il arrive vraiment à reconnaître son environnement. Bien, écoute, en tout cas, moi je m'attendais à ce que tu sois d'un avis plus sceptique et je te sens convaincu par le système. Pourtant j'adore conduire, hein, mais franchement, quand je me suis retrouvé sur l'autoroute A6, les bras croisés à 130 km/h, je me suis dit, je suis dans le futur, ça y est, ça m'a fait bizarre, quoi. Bien, on va marquer une petite pause puis on va passer à la moto. Ça fait longtemps qu'on n'en a pas parlé. Voilà, Driss, donc je disais, ça fait longtemps qu'on n'a pas parlé de moto dans le garage et donc il fallait bien un petit salon pour qu'on s'y remette. Le salon de la moto à Paris qui a fermé ses portes il y a quelques jours, c'était le 6 décembre, je crois. Tu y allais pour nous. Alors avant que t'égrènes tes coups de cœur, qu'est-ce que tu as globalement pensé de cette édition ? Je me suis laissé dire qu'il y avait un petit peu moins de fréquentation cette année. Alors c'était une petite édition, mais il y a des raisons pour ça. Alors donc déjà qu'on replace les choses dans leur contexte, le salon de la moto se tient à Paris tous les 2 ans en alternance avec le salon de l'auto, donc à la porte de Versailles. L'une des raisons qu'on pourrait avancer, c'est bien sûr les événements qui ont eu lieu à Paris. Le 13 novembre. Ensuite, il faut savoir qu'il y a eu le salon de Milan qui a eu lieu le mois précédent où pratiquement tout avait été annoncé. Donc c'est vrai que là, pour le coup, il n'y avait pas de nouveauté, d'exclusivité au salon. C'était quand même l'occasion, on ne va pas bouder notre plaisir, l'occasion de voir les voitures. Donc les motos, les motos pour de vrai. Et donc c'est vrai qu'on vous a ramené une petite sélection des motos coup de cœur ou
un petit peu. Alors, on va commencer cette sélection. Alors, en premier, tu m'as mis une Triumph Street Twin. Donc ça, c'est quoi ? C'est le retour du look néo-rétro. Enfin, c'est pas le retour, parce qu'on a déjà parlé un petit peu de ce style-là dans de précédentes émissions. Le néo-rétro, Ouais. avec les motos qui ont un look très épuré, c'est une grosse tendance actuellement. Tu as le retour du Scrambler, par exemple, chez Ducati qui cartonne. On nous annonçait des ventes à plus de chiffres. Je crois que c'était quelque chose de l'ordre de 20% quand le marché, lui, est en baisse. Ouais. est en baisse. C'est vraiment tout le monde. BMW aussi présente la sienne. C'est ce qui marche aujourd'hui. Les gens sont attirés par la moto plaisir. On peut plus rouler. On peut plus la performance. C'est plus de la performance qu'on met en avant. C'est plus la moto plaisir. Et donc voilà, chez Triumph, on présente cette nouvelle moto qui est donc très tendance quand même. On a tout de même des touches de modernité, ne serait-ce que au niveau des phares ou du tableau de bord. Après, pour ce qui est du moteur, c'est c'est un bicylindre de 900 cm3 à refroidissement liquide. C'est une moto, pour les urbains, pour les petites balades, la moto plaisir typiquement. Celle-ci est proposée à 8 900 €. C'était la question que j'allais te poser, donc tu as répondu avant, c'est très bien. On va passer à la Ducati Diavel. Moi, j'y connais rien en moto, mais c'est un nom que j'ai déjà entendu. C'est pas très nouveau, ça, quand même, si ? Alors la Diavel, non, c'est pas nouveau, mais celle-ci est nouvelle. Celle-ci, c'est la X Diavel. Donc c'est une déclinaison de cette fameuse Diavel qu'on connaît habituellement. Il y a des choses qui ont été changées. Le look est encore plus agressif, oui, encore plus moderne, avec toujours cet énorme pneu arrière qui est vraiment très très impressionnant, ce gros moteur. Tu peux voir la sortie d'échappement qui a été revue également. Le moteur est nouveau, c'est un bicylindre de 1262 cm3 qui délivre 156 chevaux. Là, on vient le voir très rapidement. Maintenant, c'est une courroie plutôt qu'une chaîne, ce qui est quand même plus pratique. Les feux à LED, les commodos que vous avez pu voir qui sont rétroéclairés. Et malgré les apparences, c'est une 2 places, comme tu as pu le voir, la selle est réduite à sa plus simple expression. Et là, ce qu'on voit à l'image, c'est un launch control qu'on connaissait sur les voitures. Mm-hmm. Et donc là, on l'a aussi sur la moto. Alors, ce qu'il y a de marrant, c'est que chez Ducati, on nous dit que celle-ci est quand même un peu plus typée cruising. Elle est... Donc on a plus de couple, c'est moins de puissance, mais plus de couple. Cruising quand t'es passager, ça doit être sympa. Parce que t'as intérêt d'avoir des petites fesses. Voilà. Je peux comprendre que le pilote se fasse plaisir, mais le passager. Alors bon, voilà. Pour moi, c'est vraiment une moto d'égoïste. Par contre, elle a une vraie tronche. Je sais pas ce que vous en pensez. Impressionnant. Sur la table. C'est la moto de Batman. Je la trouve somptueuse, effrayante et somptueuse en même temps. Combien ça coûte ça ? Pour autant, c'est payable. Donc vous avez deux versions, la X Diavel de base qui est proposée à 20 390 € et la X Diavel S à 23 390 €. Bon, ça reste conséquent pour une moto, mais ça 208 GTI va. avec une remise, quoi, en gros. Un peu ça. Alors moi, il y a un nom qui revient régulièrement quand on parle de moto et à travers les âges, c'est celui de Ninja chez Kawasaki. Là, Kawasaki présente la Ninja H2. C'est toujours autant anti-permis ce genre de moto ? Écoute, très clairement, tu passes la première et oui, tu as toutes les chances pour perdre ton permis. C'est un gros 4 cylindres suralimenté qui développe 210 chevaux. Donc là, c'est vraiment typé racing. La Fourche Racing, si on veut, un amortisseur de direction. Enfin, tu as toutes les technologies qui sont disponibles sur une sportive moderne, que ce soit le contrôle de traction, le shifter, le frein moteur, le limitateur de coupe, contrôle de wheelie, enfin j'en passe. Bon, le seul problème, c'est que, comme on peut le voir, c'est une grosse moto, elle pèse 238 kg à sec, quand aujourd'hui, sur les hyper sportifs, on essaie de rester à moins de 200 kg. Elle sera disponible en janvier prochain à partir de 25 000 €. Donc là, ça commence à faire un peu plus cher. On va passer sur l'évolution circuit parce qu'on n'a plus trop le temps, mais il y a une H2R donc qui vaut 53 000 €, je crois. Oui. La Yamaha MW T9, une moto à 3 roues, donc. Une moto à 3 roues. Alors, c'est un prototype à 3 roues, mais c'est une vraie moto. Avec un moteur, donc c'est un mélange entre le Tricity qui est le scooter 3 roues de Yamaha et le Roadster MT-09. Donc elle est équipée d'un moteur 3 cylindres de près de 900 cm3. Là on nous promet un véhicule particulièrement agile, notamment donc dans les courbes grâce à son double train avant renforcé. Ce qu'il y a d'intéressant à savoir pour vous messieurs, c'est que s'il est un jour commercialisé, ce MW T9 sera accessible avec le permis B.
C'est cool. Voilà, bah écoute, il te reste 15 secondes pour nous parler du scooter, le BMW C650. Bon, bah alors le C650, revu en profondeur, on a corrigé les défauts, une finition qui a été revue à la hausse, ça c'est important de le noter. Le modèle sport là qu'on voit là, qui a un look un peu plus agressif. Il y a une GT qui dispose de l'anti-patinage et tout un tas de packs de connectiques. Il faut compter environ 11 200 € pour la version sport et 11 655 pour la GT. Et il y a toujours le modèle électrique qui est plébiscité, mais qui lui ne change pas. Eh ben, ça sera le mot de la fin. Il me reste à vous remercier tous. Nicolas, Vincent, Michel qu'on n'a pas vu malheureusement, Olivier qui est parti. Merci à Fabrice aux manettes. Merci à vous tous de nous avoir suivis. Idriss, on se retrouve très vite pour une nouvelle émission. D'ici là, n'oubliez pas les rediffs et le replay. Salut à tous.